Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le thème de la gestion des risques et des futurs de la gestion des risques en entreprise. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 intervenants de renom qui sont parmi nous. Je vais commencer par Marie-Élise. Marie-Élise, elle est responsable de la gestion des risques au sein de la SMACL. La SMACL est une mutuelle niortaise dédiée aux collectivités, donc ton sujet de prédilection, c'est les collectivités. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'AMRAE, et puis elle est pilote de l'AMRAE dans le Grand Ouest. Alors l'AMRAE, c'est quoi? Puisqu'on a 3 représentants de l'AMRAE, 4 puisque j'en fais partie aussi. L'AMRAE, c'est l'association des gestionnaires de risques. C'est en fait qui regroupe à peu près tous les gestionnaires de risques de France, plutôt grandes entreprises et collectivités, et de plus en plus de PME et de TI. Et c'est l'AMRAE qui fait toute la doctrine en termes de gestion des risques, alors avec d'autres partenaires, mais c'est vrai que c'est l'AMRAE en France qui fait foi sur la partie gestion des risques, donc c'est pour ça que l'AMRAE est présente en nombre aujourd'hui. Je vais présenter Michel. Michel, je sais, il est directeur des assurances et de la prévention chez Forvia, ex-Forestia, puisque donc c'est un équipementier automobile, c'est le 7e équipementier automobile dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une fusion entre Forestia, enfin plutôt une absorption de Hella par Forestia, et donc voilà. Et il est également président de la commission dommages de l'AMRAE. Prévention et dommages, pardon. Prévention et dommages. De l'AMRAE, et il est membre du conseil d'administration de l'AMRAE. Et puis enfin, il y a Laurent. Alors Laurent, il a fondé Mitrisc. Il a un passé dans les grandes entreprises, puisqu'il a été directeur des risques chez AXA, au Club Med, à Lafarge. Et il a fondé une start-up qui a été incubée dans l'écosystème niortais, puisqu'il a participé à Opération Dragon. Il a fondé la start-up qui s'appelle Mitrisc, qui prévoit et fait de la cotation sur les risques de transport, donc routier, tout ce qui va être lié à l'aviation, tout ce qui va être lié surtout au transport maritime, mais il vous expliquera tout ça en détail. Et puis il est aussi membre d'InsurTech France. Ce qu'on vous propose, c'est de... Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans vos présentations? Tout est parfait. Tout est en phase. On va faire l'échange, donc on va essayer de vous présenter pendant une trentaine de minutes, après on aura un temps de questions-réponses. L'idée, c'est de parcourir un petit peu, de reposer les bases et les fondamentaux de la gestion des risques en entreprise et dans les collectivités. Ensuite, on ira faire un petit panorama des risques actuels, ceux que vous avez forcément en tête et ceux que vous y irez un petit peu plus. Et puis, on se focalisera surtout sur la partie la plus intéressante qui nous intéresse ici, c'est quelle place a l'innovation dans la gestion des risques et dans les entreprises. Donc, je vais commencer par la première question. Sur les fondamentaux, est-ce que vous pourriez me redécrire quel est le rôle d'un risk manager et qu'est-ce que la fonction ERM, enfin qu'est-ce que l'ERM, l'entreprise risk management dans les entreprises? Marie-Élise, si tu veux commencer, je t'en prie. Alors d'abord, il faut que vous sachiez que le risk management, c'est un métier passionnant. Je vois qu'il y a quelques étudiants dans la salle et je vous encourage si vous étudiez le risk management, à aller jusqu'au bout parce que c'est un métier passionnant qui a beaucoup évolué dans les 30 dernières années. Il y a quelques années, les risk managers étaient surtout dans les industries des personnes qui achetaient des contrats d'assurance, le programme d'assurance de l'entreprise. Selon les secteurs d'activité aussi, le métier représente quelque chose de différent. Par exemple, dans la banque, les risk managers, ce sont surtout des gestionnaires d'actifs, des personnes qui achètent des actions, des obligations qui mesurent le risque par rapport à ces achats. Vous entendez là? Oui, pardon. Dans l'assurance, le métier est très aussi réglementé, donc par la directive Solvabilité 2. Les risk managers dans l'assurance, bien sûr, pilotent toute la stratégie de gestion des risques de l'entreprise et ont un rôle particulier parce que ce sont des fonctions clés qui doivent être notifiées à la CPR, à l'autorité de contrôle. Et aujourd'hui, on voit le métier évoluer vers l'ERM. Alors, qu'est-ce que c'est l'ERM? Ça vient de l'anglais Enterprise Risk Management. Alors, l'ERM, c'est tout le processus de sécurisation d'une entreprise qui consiste à d'abord identifier tous les risques de l'entreprise, ensuite à les évaluer et imaginer des traitements ou pas, selon l'appétence que l'entreprise a face à ces risques, pour évidemment réduire l'exposition aux risques dans le but de créer de la valeur ou d'éviter d'en perdre, quoi.
Donc le risk manager, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, il est quand même il aide beaucoup la direction générale à piloter enfin, à prendre des décisions par des indications qui donnent sur les risques qui pourraient survenir de ces problématiques. Donc c'est une aide à la décision, c'est un partenaire pour les sociétés d'assurance. Voilà, donc c'est un métier vraiment très intéressant. Et aussi, ce que je voulais dire, j'ai oublié de dire ça, c'est que dans l'assurance, parce que là je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans l'assurance, le risk manager aussi a un rôle particulier d'alerte du conseil d'administration. Si jamais, par exemple, la direction générale faisait prendre des risques trop importants à l'entreprise. Donc ça ne met pas toujours dans une situation très, très agréable. Voilà. Je te remercie Marie-Élise. On comprend qu'en fait le gestionnaire de risque, c'est la sentinelle de l'entreprise sur tous les risques auxquels ils vont être exposés. Est-ce que Laurent, tu veux rajouter des points Oui, peut-être par rapport à ce que tu disais Marie-Élise. Une des difficultés du métier de risk manager, c'est qu'il est multifacette, donc c'est son attrait. La difficulté, c'est que si vous rencontrez un directeur financier, vous allez comprendre ce qu'il fait globalement, mais vous n'êtes pas dans la finance. Si vous rencontrez un directeur juridique, pareil. Un risk manager, vous n'allez pas savoir tout de suite, il va falloir qu'il vous explique. Donc c'est très multifacette et il y a un vrai enjeu, et c'est pour ça que ça évolue beaucoup, puisque les risk managers sont devenus de plus en plus des communicants pour expliquer leur périmètre, leurs effets de levier et créer des indicateurs de leur performance. Et c'est ce qui a contribué à essayer de clarifier, parce que le risque c'est du diffus, la fonction aussi n'était pas évidente à identifier et l'est de plus en plus. Donc effectivement, je confirme. Mais cet enjeu toujours à relever de mais si finalement c'est quoi un risk manager ? C'est vrai qu'on est expert en rien, mais on est obligé de discuter avec tout le monde. Donc, on est obligé de savoir parler aussi bien à des juristes que des informaticiens, que des actuaires. Donc, mais on est sans cesse en train de poser des questions et d'essayer de lever les doutes, les problématiques qui pourraient survenir. Alors, tu fais très bien le lien avec la prochaine question. Quelles sont vos parties prenantes internes et externes ? Dans quel environnement vous évoluez ? Avec qui et grâce à qui ? Donc on a parlé, Marie-Élise a introduit cette fonction de risk management. Donc dans le monde du risk management, il y a également le management des programmes d'assurance. Qu'est-ce que c'est que l'assurance ? Finalement, c'est une manière de transférer à l'extérieur une partie des risques que l'entreprise ne peut pas couvrir ou ne veut pas couvrir. Alors, adossé à cette fonction de l'assurance, il y a la fonction de la prévention, puisque acheter de l'assurance sans avoir d'abord analysé ces risques, avoir mis en place des moyens pour les prévenir n'a pas d'objet, puisque vous allez courir derrière des primes d'assurance qui vont augmenter du fait de la sinistralité. Donc on ne peut même pas vendre finalement son risque à un assureur si on n'a pas mis en place des politiques de prévention qui soient crédibles. Donc il y a un duo assurance et prévention. Donc quelles sont les contreparties dans le domaine du risk management et de l'assurance ? Il y a évidemment les assureurs, voilà, puisqu'ils sont, c'est eux qui vont prêter leur bilan finalement à l'entreprise pour couvrir des risques. Et alors quand l'entreprise atteint une taille importante, elle ne peut pas placer ses risques auprès d'un seul assureur, tout simplement parce qu'il ne pourra pas offrir les capacités suffisantes pour couvrir l'ensemble du risque. Voilà, sur des entreprises industrielles, un peu comme la mienne, on parle de capacité d'assurance de 100, 200 millions, donc un seul assureur ne prendra pas seul le risque. Donc on va fragmenter finalement cette prise de risque. On va se retrouver avec des lignes d'assurance qu'on vient superposer pour atteindre les capacités dont on a besoin. Et puis même sur chaque ligne, on va venir mettre en place des co-assurances. Finalement, chaque assureur n'offrant qu'une partie de son bilan, voilà une petite section de ce risque. Donc, on comprend bien que face à l'assuré qui est seul et puis qui va se retrouver face à 10, 20, 30 assureurs pour une seule ligne d'assurance, on a besoin d'un intermédiaire. Donc c'est le métier du courtier d'assurance, qui est un peu comme un agent d'assurance, mais on va dire sur un mode plus industriel. Et son métier, ça va être finalement de placer le risque auprès du marché, d'aider à la gestion des sinistres, tout en gardant en tête que finalement, les entreprises industrielles grandissent et la taille des départements assurance ne suit pas la trajectoire de l'entreprise. Et finalement, c'est une manière aussi, le courtage, une manière d'externaliser ces fonctions, parce que associé aux polices d'assurance, il y a beaucoup d'administratifs. Il faut déclarer des valeurs, il faut gérer des sinistres, il faut émettre des polices dans
tous les pays où on peut se trouver. Donc il y a énormément de papier et on a besoin d'avoir des spécialistes, des intermédiaires qui soient présents dans tous les pays, qui soient experts de chacune des lignes d'assurance dont on parle, pour aider les grandes entreprises à gérer le risque. Donc voilà, ne pas perdre de vue qu'on a ce ménage à trois, voilà, l'assuré, le courtier et puis les assureurs. Et du côté des parties prenantes internes de l'entreprise, justement alors? En interne, il y a à peu près tout le monde, hein, toutes les directions opérationnelles, puisqu'il y a des risques opérationnels dans toutes les directions, mais il y a aussi, si on peut considérer ça comme de l'interne, aussi tout donc dans les mutuelles, par exemple, il y a tout le conseil d'administration. Voilà, on a à peu près tout le monde, tous les métiers nous intéressent, et on est obligé de coopérer avec tout le monde. Là, on a parlé des risques, je rebondis sur ce que tu disais, Michel, sur les risques assurables, mais il y a quand même énormément de risques qui ne sont pas assurables, et de moins en moins. Donc là, le risk manager a un rôle particulier, c'est qu'il faut qu'il les identifie, qu'il constate qu'en essayant de les transférer, qu'il ne peut pas les transférer, et qu'il trouve des ressources en interne ou en externe différentes de l'assurance pour financer ces risques. Donc il y a une des solutions qui est les captives, justement. Un petit mot dessus peut-être sur ce transfert. Je peux prendre le point. Donc, alors, ce marché de l'assurance, pourrait prendre les assureurs pour des gens sérieux, mais ils ne le sont pas toujours. On observe que c'est un marché un petit peu infantile en fait. Je suis dans le métier depuis un certain temps, j'ai connu un certain nombre de cycles. Donc on a eu une espèce, suite aux attentats à New York, une espèce de montée en flèche des primes d'assurance, puis ensuite une longue glissade qui a duré une quinzaine d'années. Et donc on est vraiment jusqu'au bout du bout de la descente aux enfers pour les assureurs, qui ont fini par perdre de l'argent. Bah oui, quand on paie des sinistres et qu'on n'encaisse pas de primes, il y a un problème. Et là, remontée brutale depuis 2019 avec du plus 80%, du plus 50%. Donc c'est pas facile pour les gens qui achètent de l'assurance d'expliquer finalement à leur management que ça baisse pendant 15 ans, puis ensuite on multiplie les budgets par 2 ou par 3 en 2 ou 3 ans. Donc il y a une vraie problématique pour essayer de lisser finalement. Et alors depuis donc le marché de l'assurance des grands risques est très bousculé depuis 2 ou 3 ans, et on a du mal à sortir du cercle infernal des assureurs qui baissent leur capacité, qui augmentent les franchises, qui augmentent les primes et qui réduisent le scope de leur couverture. Donc tout ça, tout simplement, c'est finalement un retour de bâton. On n'arrive plus, nous, aujourd'hui, à transférer nos risques de manière satisfaisante. Et du coup, la part auto-assurée de ces risques est de plus en plus importante, tout simplement parce que les assureurs vont mettre des sous-limites. Voilà, on parle par exemple du tremblement de terre en Turquie. Avant, on pouvait avoir 100, 200 millions, maintenant c'est 40. Et potentiellement, on peut avoir des usines là-bas qui coûtent plus cher. Donc voilà, finalement, on réintègre une partie du risque via des franchises aussi. Sur certaines lignes d'assurance, on est passé, nous, en un an, de franchise de 3 millions d'euros à 25. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis les primes, j'ai parlé des budgets, c'est x2 ou x3 en 2 ou 3 ans. Donc de fait, on est de plus en plus notre propre assureur. Voilà, quand on a des franchises de 25 millions à gérer, il faut organiser cette auto-assurance. Et la captive, qui est finalement une société de réassurance dédiée à la couverture des risques d'entreprise, et la bonne manière, le bon véhicule finalement pour organiser cette auto-assurance, parce que c'est une société, donc elle est auditée par des tas d'auditeurs, des commissariats aux assurances, etc. Donc c'est un objet sur lequel on va finalement faire des réserves pour augmenter la résilience des entreprises en cas de choc, puisque de fait, les assureurs se retirent un peu du jeu et nous laissent assumer une partie beaucoup plus importante de nos risques. On va continuer parce que je vois que le temps passe. Je vais te poser la question. Alors, Laurent, dans les grandes entreprises et dans vos services de gestion des risques, vous appuyez sur un outil qui s'appelle un système d'information de gestion des risques. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Voilà. Tout ce qui vient d'être décrit démontre que la data, elle est partout et qu'elle est échangée entre plein d'acteurs. Donc c'est aussi une gestion assez éclatée de la data. Donc il y a un besoin pour le risk manager d'avoir des systèmes qui captent la data de façon centralisée. Ça peut être de façon très, très administrative, les valeurs assurées, les sinistres. D'ailleurs, ce n'est pas de l'administratif parce que c'est du financier, qui permet ensuite de consolider ces données, d'avoir le risk manager qui reprend possession de sa donnée pour pouvoir ensuite décider à qui la partage avec des indicateurs objectifs de performance et d'objectivité du risque.
C'est aussi un formidable outil de pilotage en interne parce que ça permet de communiquer entre toutes les lignes de maîtrise, donc les lignes de maîtrise de premier niveau, les opérationnels. Le deuxième niveau, c'est les fonctions de gestion des risques comme la fonction conformité ou la fonction gestion des risques. Et puis au troisième niveau, les auditeurs internes aussi ont un accès au SIGR. Ils introduisent leur mission dedans, nous envoient des recommandations, des plans d'action. Donc ça permet à toute l'entreprise de communiquer simplement autour des risques. Vas-y Michel, je t'en prie. Oui, donc gérer de l'assurance, c'est gérer des masses d'informations colossales. Où se trouvent les usines, quelles sont les activités, quelles sont les valeurs, quelles sont les expositions. Et finalement, quand vous approchez des assureurs sans connaître vous-même vos propres risques, voilà, on sait d'ores et déjà que ça se passera mal. Vous ne trouverez pas d'assureur ou alors à des prix impossibles. Donc finalement, apporter de la connaissance, apporter des éléments qui montrent qu'on gère le risque, ça permet un placement beaucoup plus aisé. Donc finalement, traditionnellement, les assureurs avaient beaucoup d'informations sur nous, voilà, et les mettaient à disposition sous forme d'extranet. Mais on voit que c'est très difficile de constituer finalement des dashboards de gestion à partir de sources multiples, parce que quand on a 15 assureurs voilà, sur une ligne, reconstituer un dashboard unique, on voit les difficultés. Finalement, le SIGR, ça permet d'inverser cette logique en réintégrant chez nous la gestion des données qui sont essentielles pour faire nos métiers et transformer nos partenaires, assureurs, courtiers, en personnes qui vont alimenter finalement nos SIGR. C'est-à-dire que quand ils font des actes de gestion, ils visitent un site, ils font un audit de prévention, c'est eux-mêmes qui vont charger l'audit sur nos systèmes et l'alimenter de manière continue, de manière à ce qu'on dispose en permanence des outils de gestion dont on a besoin, qu'on puisse construire les dashboards et être totalement indépendamment d'eux. On peut imaginer qu'on a envie de changer de courtier, envie de changer d'assureur. Si l'assureur ou le courtier vous tient par la donnée, la relation commerciale est déséquilibrée. Donc gérer la donnée, c'est aussi avoir une relation saine avec les contreparties, avec les partenaires. Oui, ce qui est très puissant dans l'évolution du business model du risk management, c'est que les entreprises deviennent de moins en moins des acheteurs d'assurance et de plus en plus des marketeurs du risque. Ils vont faire la promotion de leur risque, de leur profil de risque, dans leur risk management. Et pour cela, il y a besoin d'indicateurs objectifs, donc de traiter la data de façon structurée avec les systèmes que vous décrivez. On continue sur le panorama des menaces. Alors, quelles sont les menaces qui sont sur vos radars actuellement? Quels sont les risques connus ou méconnus du grand public et auxquels il faut prêter attention en ce moment? On essaie de faire ça rapidement. Donc, à tour de rôle, Il y a eu beaucoup de vent dans la cartographie des risques depuis 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que des risques qui n'existaient pas sont remontés comme ça, de la 15e place à la première. Vous comprendrez à quoi on fait allusion. Donc c'est vrai que les crises mondiales se succèdent. Il y a eu le Covid, il y a eu des pénuries de semi-conducteurs qui sont venus impacter beaucoup de secteurs de l'industrie. Maintenant, il y a une montée des tensions géopolitiques et tout ça n'est rien par rapport au changement climatique dont on sent qu'il va impacter énormément les business, les sites et créer des nouveaux risques, mais aussi des nouvelles opportunités. Donc voilà, on est face à des cartographies de risques qui sont extrêmement mobiles et qu'on se doit d'adapter de manière quasiment continue. Il y a aussi des risques financiers, l'inflation, donc l'inflation qui augmente tous nos coûts au compte de résultat. Et le risque je pensais au risque de récession et de crise économique aussi, avec des problèmes de pouvoir d'achat, des risques de contrepartie au bilan, des contreparties qui pourraient ne plus exister, quoi, et donc une perte sèche au bilan. Et dans l'assurance, nous, on a de plus en plus une inflation de la réglementation avec des coûts de conformité qui sont très importants. Et si on veut continuer à jouer dans la cour des assureurs, on est obligé de mettre en place des systèmes d'information pour la lutte contre le blanchiment, la lutte contre la fraude. Et tout ça, c'est très coûteux. Et donc, c'est censé protéger le citoyen, mais ça vulnérabilise aussi certaines entreprises. Et puis, tu pourrais bien parler des risques de disruption aussi. Oui, peut-être moi, ce que je peux partager avec vous par rapport au risque cyber, logistique, climatique, il y a un risque transverse pour les gens de l'assurance et du risque, c'est de perdre la visibilité et la compréhension du risque.
puisque ces risques sont nouveaux, que la pandémie a disrupté des secteurs d'activité de façon extrêmement impressionnante. Le fret maritime d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 2 ans. Le restaurant, la restauration n'est pas la même aujourd'hui que celle qu'il y a 2 ans. Le risque de contamination lié à click and collect, ce n'est pas le même que celui de la contamination dans un restaurant immobile. Et donc, côté risque et côté actuaire, s'il y en a dans la salle, j'espère que je ne vais pas les choquer, il y a parfois des limites dans les méthodes traditionnelles d'analyse du risque, puisque l'actuaire, il va regarder les statistiques du passé dans le rétroviseur, ce qui est très bien, et en estimant que ce qui s'est passé avant, on va pouvoir le reproduire ensuite. Sauf que, comme tout a disrupté, il y a des limites. Il y a tout l'enjeu de pouvoir capter d'autres données qui vont refléter réellement le risque, plus en temps réel, pour essayer de dépasser les limites des méthodes actuelles d'analyse du risque. Très bien. Est-ce qu'il y a des risques, puisque dans vos cartographies des risques, il y avait le risque de pandémie au moment avant le Covid, est-ce qu'il y a des risques un petit peu de second plan qui pourraient arriver et qui demain, je pense à des risques liés à l'énergie qui pourraient largement vous impacter et qui seraient probables néanmoins. Voilà. On l'englobe souvent dans le risque climatique. Oui, c'est vrai, le risque d'augmentation ou de rupture d'énergie. Donc là, en ce moment, nous, on travaille sur un plan de sobriété énergétique, comme j'imagine plusieurs d'entre vous. On s'attend à des pannes de courant cet hiver de 2 heures. Et puis si l'État s'est trompé, peut-être ça pourrait durer une journée. Donc il faut qu'on vérifie qu'on a comment ça s'appelle là, on met de l'essence dedans là, pour avoir de l'électricité. Des groupes électrogènes. Des groupes électrogènes, voilà. Que nos groupes électrogènes sont remplis de fuel. Voilà. Donc on a vraiment un risque, comme tout le monde, sur l'énergie. Et on voit poindre dans les cartographies des assureurs aussi des risques liés aux migrations à cause de l'appauvrissement en énergie, justement, des migrations qui pourraient causer aussi des risques de violence urbaine, des risques d'appauvrissement, au contraire, des opportunités pour certains pays. Voilà, donc on est très sensible à tout ce qui touche au climat en ce moment dans l'assurance. Puisque je représente aussi les AssureTech, à côté, il y a les exposants AssureTech qui sont dans un mode collaboratif avec les mutuelles et les assureurs. Ceci étant, il y a un risque pour les assureurs, tel qu'eux l'expriment, c'est qu'il y a une disruption, qu'il y a un acteur qui vienne, qui n'ont pas vu venir, et qui disrupte le modèle de l'assurance. Donc, j'en ai pas encore vu, mais ça peut arriver. Donc, je ne sais pas si vous partagez cette peur, mais c'est une des autres menaces, mais pour le métier même de l'assurance. Très bien. Est-ce que Michel, tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, peut-être renforcer le focus sur le risque climatique. Alors, on peut décrire effectivement un monde absolument infernal, mais on peut voir également plein de raisons d'espérer. On voit que 2022, c'est une année un peu charnière finalement, puisque il y a des publications scientifiques qui décrivent exactement ce qui est en train de se passer depuis une quarantaine d'années, et puis sans que ça inquiète personne, ni le public, ni même les professionnels du risque, les assureurs, etc. Et puis là, 2022, des grêlons gros comme des boules de pétanque, des vents de 100 km/h en Corse, des feux de forêt en Bretagne. Donc on voit que pour le coup, là, on est dedans. Le changement climatique, c'est pas la génération d'après, on est dedans. Et beaucoup disent que finalement, la transformation digitale, ça nous a beaucoup occupé depuis ces 20 dernières années. Maintenant, c'est l'adaptation au changement climatique qui est le grand enjeu pour les sociétés, pour les entreprises et pour chacun de nous dans les prochaines années. Mais avec de belles opportunités, parce que une jeunesse motivée, plein d'innovations à venir, donc des business qui vont changer et plein d'opportunités pour ceux qui ont des idées et de l'envie. Merci. Plus opérationnellement aussi, on a pas mal de risques de recrutement, surtout à Niort. Par exemple, quand on veut recruter des actuaires, on a un peu du mal, mais j'observe que dans tout le milieu de l'industrie, même, il y a des problèmes de recrutement. Alors, bien sûr, dans la tech, mais on cherche des électriciens, on cherche des soudeurs. Il y a certains métiers qu'on ne trouve plus parce qu'ils sont trop pénibles et qui sont pourtant indispensables pour faire marcher les industries. Merci pour ce panorama des menaces. Et là, vous vous rendez compte que le métier de risk manager est très large. Il va du recrutement opérationnel à l'enjeu climatique, à la cybersécurité. Voilà, c'est vraiment tous les risques de l'entreprise que vous avez à regarder. Et donc, j'imagine que ça doit être une énergie considérable à dépenser pour suivre tous ces sujets. On va continuer sur la troisième et la dernière partie de cette intervention. On va parler de l'innovation dans le métier du gestionnaire de risque. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui déjà sur le marché ? Quelles sont les innovations principales ? Qu'est-ce qui a déjà bougé dans les lignes de votre quotidien ?
Quelles sont les attentes aussi? On a beaucoup parlé envers le courtier, l'assureur, on pourrait rajouter l'actuaire. Et puis la dernière question, c'est comment est-ce que le métier va continuer d'évoluer? Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde sous les différentes étapes du cycle de la gestion des risques. Et on va commencer par la partie identification et évaluation du risque. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur le sujet. La question est large. Je peux rebondir sur ce que disait Laurent. Donc, la matière première du risk manager, c'est quand même les données. Donc, les données ont beaucoup évolué ces derniers temps, avec l'ouverture des données qu'on peut trouver notamment sur les réseaux sociaux. Les données, on n'a plus seulement nos données internes, on a accès à une multiplicité de données. Donc, c'est à la fois une chance et en même temps, il faut savoir les driver et s'en servir pour obtenir des résultats qui soient assez convaincants dans nos analyses. Donc, le métier de risk manager a énormément changé avec le big data et aussi avec l'IA. Pas encore avec la blockchain, je dirais, entre toutes les innovations là, dont on entend parler autour de nous, pas encore beaucoup avec la blockchain, mais ça va arriver, je pense. Donc la combinaison de l'IA et du big data, déjà aujourd'hui pour les risk managers, ça nous permet de lutter contre la fraude un peu mieux que ce qu'on faisait, parce qu'autrefois on faisait juste des requêtes, des requêtes simples. Maintenant on va un peu plus loin, mais ça demande quand même beaucoup de programmation et de l'énergie. C'est assez long pour obtenir un système qui nous permette d'avancer, mais c'est une des progressions, moi, ce que je vois dans notre métier. Alors, peut-être on a clairement un enjeu aujourd'hui. Tu parlais, Valentin, des choses, des territoires à conquérir. On a un vrai enjeu de circulation de la donnée entre les contreparties dont on a parlé. Donc l'assuré, le courtier, l'assureur. Malheureusement, cette industrie, elle est très traditionnelle et en retard sur la digitalisation quand on la compare à d'autres fonctions, les fonctions de supply chain, fonctions industrielles. Donc les trois larrons échangent encore beaucoup d'Excel. Voilà, il n'y a pas de mise à jour finalement de l'information sur laquelle on travaille, qui est l'information sur les sites, sur les valeurs, sur les sinistres, qui est une information qui est mouvante. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de partage fluide et automatique de cette information et c'est un vrai casse-tête finalement pour que chacun puisse faire son travail correctement, que ce soit chez l'assuré, chez le courtier et chez l'assureur. On peut s'interroger effectivement sur les raisons de ce retard, mais finalement en visitant ce salon là, où je vois beaucoup de startups, beaucoup d'applications intéressantes qui sont plutôt orientées vers l'assurance des particuliers, je me dis que de manière assez paradoxale finalement l'assurance des grands risques, qui est plutôt dans un mode industriel, et en retard finalement par rapport à l'assurance des particuliers, dans l'ergonomie, dans l'agilité des solutions. Et voilà, je pense que Laurent, qui anime une start-up dont l'objet est justement de faciliter l'échange d'informations, de donner des solutions opérationnelles au risk manager et dans le vrai. Il y a un vrai enjeu de secouer un petit peu ce monde-là qui est un peu endormi pour que chacun puisse faire son travail plus efficacement. Moi, je suis hyper optimiste quand je vous entends. La data est bien la matière première du risque et de l'assurance. Donc, le fait d'apporter la révolution du big data, c'est une révolution sans en être une, puisque vous êtes déjà sur la data. Après, tous les effets de levier ne sont pas mis en œuvre. On parle beaucoup d'objets connectés, donc on en rêve. Ceci étant, je peux en parler, c'est ce que je fais en ce moment. L'avion et le bateau sont des objets connectés. Ça crache de la donnée toutes les secondes. Ces données sont accessibles. Les assureurs les utilisent déjà quand ils assurent de la plaisance ou du navire de commerce ou des avions. Après, comment on automatise et comment on affine avec la data science et les corrélations? La matière est là, les outils de calcul sont là, ils n'étaient pas là il y a 10 ans. Les capacités à stocker les données sont là, elles n'étaient pas là il y a 10 ans. Aujourd'hui, les assureurs que je vois, alors moi j'aime bien les assureurs, j'aime beaucoup aussi les risk managers, mais j'aime beaucoup les assureurs parce que ce sont en plus mes clients. Ils ne se posent plus la question de est-ce qu'il faut y aller? Ils se posent la question de comment on y va et tout de suite. Donc je suis hyper optimiste parce que c'est une révolution sans la révolution. Après, on touche au cœur du métier de l'assureur qui est d'analyser le risque. Puisqu'il y a déjà les actuaires, ils vont continuer à être là les actuaires, mais on peut enrichir avec la donnée externe, ce que tu disais Marie-Élise, et avec les outils de calcul innovants, faire, je ne sais pas si c'est des miracles, mais tout au moins aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux décrire un petit peu comment tu fonctionnes, toi? Je pense que... Je veux bien donner un exemple concret sur le maritime. Donc, je vous l'ai dit, le bateau est un objet connecté, très bien. Il crache de la donnée, on connaît son moteur, ses routes, on connaît ses inspections portuaires.
Aujourd'hui, le souscripteur sur un bateau, il va avoir un rapport d'inspection de 10 à 15 pages qu'il va lire à la main. Moi, j'ai développé des algos qui permettent de prendre les mots-clés d'une inspection portuaire, de les corréler avec les incidents maritimes qui surviennent sur ce type de bateau, sur ce type de manager, sur ce type de gestionnaire de la sécurité du bateau, etc., etc., et de sortir un scoring. Et de ce scoring, l'assureur peut ensuite en déduire une couverture et un pricing. Le décrivant comme ça paraît simple. Il y a beaucoup de R&D d'abord pour commencer, de boulot. Je suis optimiste et en même temps, ce qu'il faut savoir quand on parle d'IA et de data science, 80 à 90% de ces projets extrêmement innovants, c'est de nettoyer la data, de préparer de la data, c'est ce que vous disiez, parce qu'elle est éclatée entre tous les intervenants et qu'elle n'est pas propre. Sur les navires, Beneteau, dans des bases de données, c'est écrit avec un T ou deux T, avec un N ou deux N. Et c'est le même bateau. Donc c'est très compliqué. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire. Donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Ça prend du temps. Et après, on a des miracles, allez, je le dis quand même, en termes d'IA et de data science. Est-ce que, Michel, tu peux nous parler de la supply chain et de la complexité à gérer les risques et à collecter de la donnée dans la supply chain? Oui, donc on va partir par un exemple, c'est toujours illustrant. Il y a quelques années, il y a une usine tchèque qui a brûlé. Donc c'est une usine qui faisait des éléments de planche de bord. Une petite usine et le sinistre finalement était moyen. Voilà, c'était quelques millions d'euros. Ce n'était pas un sinistre majeur, mais ça a tapé au mauvais endroit. Parce qu'il n'y avait pas de backup en fait pour cette production, et là toute l'industrie automobile européenne a été perturbée pendant plusieurs mois, avec des pertes de véhicules pour les grands constructeurs de 30 000, 40 000, 50 000 véhicules par constructeur. Et tout le monde s'est effrayé en disant, puisque finalement quand on analyse de manière un peu froide cet événement, on a une activité qui est dangereuse parce qu'on manipule des solvants, une activité qui est critique parce qu'elle n'a pas de backup, et puis une absence de protection sprinkler dans l'usine dont on parle. Donc, on a vraiment tous les éléments pour créer le cocktail parfait pour créer la catastrophe. Et comment est-ce possible finalement? Alors, quand on met ça en perspective, finalement, voilà, un groupe comme le nôtre, on a 300 usines, on a 7000 fournisseurs. Donc, quand on compte finalement les sites de production des fournisseurs, on est sur du 10 000 ou du 20 000. On comprend bien que connaître chacun de ces gens-là, déjà savoir où ils sont, l'adresse, et puis évaluer la sécurité incendie de chacune de ces usines, il y a vraiment un enjeu de volumétrie qui est très compliqué. Donc voilà comment finalement identifier de manière simple les futurs Recticel, puisque c'était le nom du fournisseur qui a brûlé, de manière simple, c'est pas. Cet événement, c'était en 2013 et on n'est toujours pas au bout de l'histoire. On n'a toujours pas de module opérationnel pour détecter ce type d'événement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On est à nouveau sur la donnée, c'est des portails finalement où on va demander aux fournisseurs de déclarer leur site, de déclarer leur niveau de sécurité, tout en sachant qu'ils peuvent, quand on est dans le pur déclaratif, nous raconter n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut leur demander d'attacher des éléments de preuve. Mais là se pose le problème de qui analyse ces éléments de preuve, qui les confronte à la réalité. Donc voilà. Alors on sent que finalement le plus efficace, ce serait certainement d'avoir des logiques de filière finalement, parce que chaque fournisseur, enfin chaque équipementier ou client ne va pas demander 10 fois à un fournisseur s'il est sprinklé ou pas. Donc voilà, il y a un enjeu de mise en commun de cette information de manière à diminuer son coût d'acquisition. Et voilà, on est encore dans ces difficultés. Donc est-ce qu'il faudra un autre Recticel, quelques autres événements pour que la filière devienne collectivement un peu plus intelligente? Je vois que le temps passe, il nous reste une dizaine de minutes et si on veut laisser 5 minutes pour les questions, je propose de passer, de laisser le traitement de côté et les innovations sur le traitement, mais pour parler du reporting, qui est une partie importante du métier, puisque une fois qu'on a identifié les risques, il faut être en capacité de les transmettre pour prendre une décision derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation sur le reporting? Voilà. Où est-ce qu'on en est sur le sujet, la data visualisation? Donc, nous, à notre niveau, on a, à travers le SIGR, on a un outil de reporting en live, je dirais, à condition que les opérationnels rentrent bien leurs informations. Si on appuie sur un bouton, on a tout de suite la cartographie des risques de notre entreprise, quoi. Et donc, à partir de ça, on a des entretiens réguliers avec la direction générale, mais aussi le comité des risques, où il y a des membres qui est composé de membres du conseil d'administration. Tout notre enjeu, c'est d'acculturer le COMEX, le conseil, à ces risques. Parce que
la propriété des entrepreneurs, il y en a parmi vous, c'est de vouloir foncer, justement de prendre des risques, quoi. Et le risk manager, son rôle, c'est de dire attention, tu vas là, mais voilà les risques que tu cours. Et on n'a pas du tout envie d'écouter un risk manager. Donc une grande partie de notre travail, quand même, c'est de réussir à convaincre, enfin en tout cas à se faire entendre, à convaincre de telle sorte que le décideur prenne ses décisions en fonction des risques encourus. Et donc ça, c'est tout l'objet du reporting. Le reporting, la data vis, c'est fondamental. Parfois, on pense que c'est le truc en plus parce que c'est sympa d'avoir quelque chose de joli à consulter. En fait, c'est pas ça. Vous avez vraiment le risque, et ça, moi, je le vois dans des projets que je mène ou que d'autres mènent. Vous avez le risque de développer une solution technique dont l'utilisateur en fait n'aura pas envie de l'utiliser parce qu'il ne la comprend pas et qu'il ne voit pas la data vis. Donc il faut partir du besoin de l'utilisateur final, de ce qu'il veut voir, et de construire ensuite la solution. Et donc la data vis devient le pilier, la base, à partir de laquelle on va pouvoir développer des solutions techniques. Donc c'est vraiment pas le truc en plus, c'est le truc fondamental. Toi utilisateur, toi souscripteur, quelle est la valeur que tu attends de la data qu'on va aller te chercher, qu'on va aller te corréler avec la data science, etc. Exprime cette valeur et on va faire en sorte que la data vis te donne cette valeur. Je vous propose de terminer par la dernière question de clôture. Vous, quelles seraient les innovations rêvées que vous souhaiteriez avoir si vous vous adressiez à une start-up? Qu'est-ce que vous lui demanderez de développer pour vous? Voilà. Je ne pose pas la question à Laurent, mais tu pourras répondre évidemment. Michel, je t'en prie. Si j'avais l'idée, voilà, j'aurais fait comme Laurent, fondé ma start-up et je serais déjà millionnaire. Ce n'est pas mon cas. Pas encore. Non, alors voilà, je pense on a parlé un petit peu de climat aujourd'hui et je pense que finalement on peut parler d'une success story. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'AXA Climate, qui est une structure qui s'est fondée il y a quelques années précisément pour essayer d'anticiper l'impact du changement climatique sur les organisations. Et alors de manière assez astucieuse, elle n'a pas été créée dans le sous-département truc machin d'AXA, mais sous une forme start-up finalement qui dépendait directement de la direction générale, et s'explique certainement son succès parce qu'il y avait de l'agilité, parce qu'il y avait de la liberté, et c'est un vrai succès. Et aujourd'hui, beaucoup d'industriels finalement utilisent cette structure, alors que les mastodontes de l'assurance, a priori riches, et dont c'est le métier d'anticiper les risques, aujourd'hui sont à la traîne parce qu'ils n'ont pas su mettre en place cette structure. Donc moi je crois beaucoup au mode start-up pour secouer un petit peu ce monde et faire que finalement les start-up qui aujourd'hui sont très orientées vers l'assurance des particuliers, parce qu'on voit l'ergonomie, la facilité, elles s'intéressent également au marché des grands risques parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce marché. Je voudrais ajouter aussi que tout ce qui peut nous faire gagner du temps pour être plus efficace, pour mieux connaître nos risques, on prend. Donc ça peut passer par les startups de data, mais ça peut aussi passer par de la mise en commun de données. Aujourd'hui, c'est un peu chacun pour soi. Les données, comme c'est une monnaie, ça devient l'or ça devient de l'or. Et ben, chacun garde ses données. Alors que nous, si on voulait vraiment faire mieux notre métier, il faudrait qu'on puisse avoir accès à encore plus de données, des données partagées. Alors, ça peut être des données publiques, privées, ça peut être des privés qui se mettent entre eux pour partager les données et pour gérer ensemble leurs risques. Voilà, ça pourrait nous aider sans doute à gérer des risques qui aujourd'hui sont inassurables. Plus on partage ces risques, et bien mieux on saura les gérer. La mise en commun des données par les assureurs, c'est pas simple, ça a déjà été essayé, ça bloque. En revanche, aujourd'hui, il y a les moyens de mettre une couche de calcul avec les algos qui vont capter la valeur de la mutualisation des données sans toucher les données, sans les mélanger, en les gardant anonymisées. Donc là, c'est un message d'espoir. Après, pour répondre en 30 secondes, je ne sais pas si ça va disrupter ou pas. Je ne suis pas sûr que ça va disrupter, mais beaucoup disent qu'on vont se développer des places de marché du risque où il y aura des indicateurs objectifs qui seront automatiquement formulés sur un client potentiel, et l'assureur, lui, s'engagera sur ses clients potentiels en fonction du rating de risque et s'engagera de façon plus ou moins automatique sur pricing
et quote-part du risque. Tout ça sécurisé par la blockchain. Je vous fais ça en 30 secondes, je ne sais pas si c'est clair. Je suis assez content parce que c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est quelqu'un de France Assureur, donc je crois que ça représente un peu la profession de l'assurance, qui on explique dans un bar à bâton rompu, qui m'expliquait la vision de l'assurance de demain. Je pense qu'il a raison parce que ça se fera sur un mode collaboratif entre l'innovation et les acteurs actuels de ce marché. Merci Laurent, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée? Il nous reste environ 3 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On peut continuer à discuter pendant des heures de notre côté, mais pas de questions? On s'arrête là? Ah si. Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro? Ou je vais apporter le micro, ça sera plus simple. Bonjour, vous avez parlé des captives. On voit que par exemple sur la assurance du risque cyber, où les assureurs et les réassureurs sont, on va dire, très prudents ou frileux, que récemment il y a une mutuelle qui regroupe des grandes entreprises, qui s'est montée avec Airbus, Michelin, BASF, etc., pour faire cette assurance du risque cyber. Donc est-ce que pour vous c'est un risque ou pas que les assureurs fassent dépasser et que à la limite ça aille directement à la... Alors ce serait surtout un risque. Ce serait surtout un risque pour les assureurs, mais une opportunité pour les assurés. Donc on voit effectivement l'assurance cyber, c'est emblématique. C'est un marché assez récent finalement qui s'est constitué dans la douleur parce qu'il y a une sinistralité qu'on connaît tous. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir le nombre d'attaques cyber. Donc finalement c'est aujourd'hui un marché où la prime court après la sinistralité sans que l'équilibre ait été trouvé. Et finalement il a l'air de vouloir disparaître avant même d'exister, et on voit finalement de nouveaux modèles s'installer ou tenter de s'installer sous forme de mutuelle. Dans l'assurance traditionnelle, il y a de très beaux exemples finalement mutuels de risque industriel comme un assureur américain qui s'appelle Factory Mutual, qui est le premier acteur mondial en assurance dommages qui s'est constitué comme ça, par disparition des assureurs et substitution par des mutuelles. Donc pourquoi pas. Après, quand on regarde de près le modèle, il a aussi ses dangers. Déjà, il y a une mise de départ, une mise de fonds très importante. Et par ailleurs, l'assurance cyber a la particularité d'offrir potentiellement des attaques systémiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un incendie une fois par an dans une usine, mais c'est un tsunami d'attaques qui peut mettre tout le marché de l'assurance, éventuellement cette mutuelle à plat, avec des rappels de cotisation qui font peur à tout le monde. Donc on est encore dans un monde, une assurance qui est extrêmement fragile. Donc bravo pour l'initiative des industriels qui ont monté ça. Est-ce qu'il y a une pérennité dans le temps? C'est encore point d'interrogation. Mais ça montre que ce marché, effectivement, se cherche toujours et génère des solutions alternatives et disruptives. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans l'Assemblée? On s'arrête là? Merci à tous, merci pour votre attention.